Et si la politique américaine était devenue la plus grande série dramatique du XXIe siècle, avec ses héros déchus, ses rebondissements imprévisibles et ses affrontements dignes des plus grands films hollywoodiens? Cette semaine, un nouvel épisode vient secouer la scène. Donald Trump, l'ex-président devenu véritable personnage de fiction à part entière, explose une fois de plus en public. Sa cible? Pas un démocrate, pas un journaliste, mais Thomas Massie, l'un des élus les plus conservateurs du Congrès. Un allié? Pas aujourd'hui. Dans un accès de rage brutal, Trump l'accuse, le ridiculise, le massacre verbalement, déclenchant un raz-de-marée de réactions dans les coulisses de Washington. Pourquoi? Officiellement, pour une question de principe. Mais quel principe exactement pousse Trump à déclarer la guerre à un membre de sa propre famille politique? Que cache réellement cette explosion médiatique? Est-ce une simple crise d'ego ou le signe d'un calcul stratégique froid? Pour comprendre ce clash inattendu, il faut plonger dans la psychologie de Trump, comprendre le rôle de Massie et décrypter les tensions invisibles au sein du Parti républicain. Car derrière les micros, les tweets assassins et les caméras, une autre histoire se joue, celle d'un homme qui ne supporte ni la contradiction, ni la moindre faille dans l'allégeance qu'il exige. Aujourd'hui, dans Derrière les stars de cinéma, on lève le rideau sur une scène où le pouvoir devient spectacle, où la loyauté est testée à coups de menaces et où la politique n'est plus un débat d'idées, mais une lutte permanente pour le contrôle du récit. Attachez vos ceintures. Ce que vous allez entendre dépasse la fiction. Bienvenue là où l'Amérique se transforme en plateau de cinéma et où les protagonistes sont prêts à tout pour le rôle principal. Il arrive parfois que la politique ressemble à une pièce de théâtre mal jouée, où les acteurs semblent improviser leur texte, portés par la seule impulsion de leur ego. Et il arrive, plus rarement encore, que cette pièce prenne des allures de tragédie grecque, où les alliances se brisent non pas par stratégie, mais par orgueil. L'épisode opposant Donald Trump à Thomas Massie appartient à cette dernière catégorie. Ce n'est pas un simple malentendu entre deux hommes d'un même parti. C'est une rupture idéologique, un affrontement personnel, un moment de vérité pour la droite américaine. Lorsque Trump s'en prend à Massie, ce n'est pas dans un débat ni à huis clos. C'est en public, de manière brutale, quasi théâtrale. Il l'accuse d'être un traître, un perdant, un obstacle au mouvement conservateur. Il le traite comme s'il s'agissait d'un ennemi politique, alors même que Massie n'a jamais cessé de se dire républicain. Ce qui choque ici, ce n'est pas la colère de Trump. On y est habitué. Mais la cible qu'il choisit. Car Massie, s'il est parfois critique, n'est pas un opposant. Il incarne une certaine forme de conservatisme, rigoureux, libertarien, fondé sur la Constitution et la responsabilité individuelle. Un courant minoritaire, certes, mais bien réel au sein du Parti républicain. La rupture s'est faite sur ce que Trump appelle une « question de principe ». Massie aurait voté contre un texte budgétaire soutenu par les alliés de Trump. Il l'a fait comme à son habitude, en suivant ses convictions, sans chercher à plaire. Pour lui, un principe ne se négocie pas. Ce qui semble logique, presque banal, devient sous Trump un acte de trahison. Car dans l'univers trumpiste, la loyauté prime sur la cohérence. L'acte individuel est toléré tant qu'il ne menace pas l'image collective, ou plus exactement, tant qu'il ne contredit pas le chef. Mais qu'est-ce qu'un principe lorsqu'il devient prétexte à l'humiliation publique? La réaction de Trump dépasse la politique. Elle touche à quelque chose de plus intime, la volonté de contrôle absolu sur son camp, l'exigence d'une obéissance sans nuance. En cela, son attaque contre Massie est révélatrice. Elle montre qu'il ne tolère aucune voix discordante, même lorsqu'elle vient d'un élu fidèle à l'idéologie conservatrice. Ce n'est pas la gauche qu'il dérange ici, c'est la nuance, c'est la pensée indépendante. Et pourtant, Massie n'est pas un provocateur. Il ne cherche pas la lumière. Il n'a ni le style flamboyant ni la soif de pouvoir qui caractérise tant de ses collègues. Il parle peu, vote souvent à contre-courant et justifie toujours ses choix par des arguments concrets. Il est, d'une certaine manière, l'exact opposé de Trump. Là où Trump domine par le spectacle, Massie s'efface derrière ses principes. Là où Trump improvise, Massie structure sa pensée. Ce sont deux visions du monde qui s'opposent. Alors que signifie cette confrontation? Est-ce le signe d'une fracture profonde au sein du Parti républicain?
Ou s'agit-il d'un simple caprice présidentiel, comme tant d'autres auparavant? Peut-être un peu des deux. Mais il serait réducteur de voir dans cette affaire une querelle personnelle. Car ce qui se joue ici dépasse les deux hommes. C'est une lutte pour la définition même du conservatisme américain. Un conservatisme de principe, attaché à la Constitution, ou un conservatisme de posture, tourné vers la figure d'un chef incontesté. Massey, en s'opposant à un texte jugé contraire à ses convictions, ne cherchait pas à défier Trump. Il suivait simplement une ligne cohérente. C'est Trump, en revanche, qui a transformé ce vote en casus belli. Et ce faisant, il a envoyé un message clair à tous ceux qui, comme Massey, pourraient être tentés de penser par eux-mêmes. La loyauté n'est pas une question d'idées, c'est une question de personne. Ce que Trump demande, ce n'est pas l'adhésion à un programme, mais l'allégeance à son autorité. Il est fascinant de voir comment cette logique s'installe. Elle crée un climat de peur, d'autocensure. Ceux qui s'opposent sont aussitôt désignés comme ennemis. Ceux qui doutent préfèrent se taire. Et ceux qui résistent, comme Massey, deviennent des symboles malgré eux. Des symboles d'une droite qui refuse la personnalisation du pouvoir, qui croit encore à l'équilibre des institutions et au débat d'idées. Bien sûr, certains diront que Massey a exagéré, qu'il aurait pu faire preuve de souplesse. Mais depuis quand demande-t-on à un homme de compromis lorsqu'il s'agit de principes fondamentaux? Ce que Massey défend, c'est une certaine idée de la politique. Celle où l'élu ne représente pas un chef, mais un peuple. Celle où le mandat n'est pas un chèque en blanc, mais un engagement moral. Dans cette optique, l'attitude de Trump est troublante. Car en rejetant Massey, il ne rejette pas seulement un député. Il rejette une culture politique. Il rejette la possibilité d'un débat interne, la richesse d'une pensée plurielle. Il transforme son camp en armée disciplinée, où chaque soldat doit marcher au pas, sous peine d'être exclu. Ce modèle autoritaire, s'il séduit certains, effraie d'autres. Car il mène à une impasse, celle où l'on ne peut plus discuter, où l'on ne peut plus nuancer, où l'on ne peut plus contester sans risquer l'exil politique. Massey, dans sa solitude, rappelle qu'il existe encore une autre voie. Une voie exigeante, certes, moins populaire, peut-être, mais une voie fondée sur l'intégrité. Après avoir présenté l'essence du conflit entre Trump et Massey, il est temps d'aller plus loin dans la compréhension de ce qui se joue véritablement. Ce n'est pas qu'un désaccord budgétaire. C'est le point culminant d'une tension plus profonde entre deux visions de l'autorité, du style de leadership et de la nature du conservatisme américain. Donald Trump est un personnage complexe, façonné par une trajectoire hors norme, homme d'affaires, star de la télé-réalité, puis président des États-Unis. Son style repose sur trois piliers: la confrontation, le contrôle et la mise en scène. Il communique par l'outrance, écrase l'opposition et monopolise l'attention. Massey, en restant calme et cohérent, représente tout ce que Trump ne tolère pas. Une présence discrète, une fidélité aux principes, sans désir de marge médiatique. En cela, leur opposition est plus profonde qu'un débat. Elle oppose un leadership brutal à une éthique mesurée. Dans cette confrontation, Trump n'attaque pas un homme, mais une idée. L'idée que les élus peuvent se lever, voter selon leur jugement, sans être punis. Cette idée revient régulièrement chez Massey, et Trump l'aperçoit comme une menace. Car si les membres du parti adoptent cette attitude, il devient impossible de les mobiliser en bloc. Il ne s'agit pas de désaccord politique, il s'agit de maîtriser l'obéissance. La virulence publique avec laquelle Trump a attaqué Massey en dit long. On ne limite pas un acteur interne d'un camp, on l'élimine symboliquement. Le terme « massacre » n'est pas exagéré. Trump a voulu détruire toute crédibilité de Massey pour dissuader tout autre dissident de franchir cette ligne. Thomas Massey n'est pas démuni. Homme réfléchi, peu enclin à l'empathie émotionnelle, il répond avec un calme glacial. Chaque attaque se retourne en opportunité de démontrer sa cohérence. Il ne réplique pas par la passion, mais par la logique. Il rappelle ses votes par référence aux libertés constitutionnelles. Il récuse le chantage émotionnel, préfère expliquer plutôt que dénoncer. Ce contraste fort entre les deux attitudes rend l'affrontement symbolique encore plus poignant. L'un veut écraser l'autre par la force, l'autre tient tête par la raison. Pour Massey, l'enjeu dépasse le vote contesté. C'est la préservation du droit pour chaque élu d'agir selon sa conception de la Constitution. Lorsqu'un chef exige la soumission comme condition sine qua non, il nie la nature même de la démocratie représentative.
Le député du Kentucky tient donc un rôle de veilleur. Certains parleront de figure de la résistance au sein du camp républicain. La confrontation a suscité des réactions diverses. Certains républicains modérés saluent la position d' et Massey, la considérant comme un signe d'intégrité. D'autres, intoxiqués par le trumpisme radical, applaudissent la démonstration d'autorité. Face à ce choix de camp, la cohésion républicaine vacille. Une partie de l'establishment est prête à envisager une droite moins disciplinée, plus instinctive, plus fidèle à la Constitution qu'à un chef. Une autre part, dominée par l'ombre de Trump, voit tout dissident comme une menace. On observe également un renforcement des logiques d'appareil. Des financements naissent dans l'ombre pour préparer la primarisation de Massey en 2026. Des groupes conservateurs se positionnent pour ou contre. Un champ de bataille se dessine. D'un côté, ceux qui défendent la cohérence idéologique, de l'autre, ceux qui plébiscitent un leadership vertical. Cette dualité va sans doute structurer la prochaine génération d'élus, forçant chacun à choisir son camp. La notion de loyauté est au cœur de cet affrontement. Trump impose sa loyauté comme critère prioritaire, au-delà des idées ou des actions. Dans ce modèle, obéir devient envoyer un signal plus fort que voter pour une politique. Massey, lui, refuse d'ériger l'allégeance en valeur ultime. Pour lui, ce qui compte, ce sont les convictions, le sens de la Constitution, non la loyauté personnelle. Il incarne une vision fondée sur le service public, non sur la fidélité à une figure tutélaire. L'histoire politique est riche d'élus prêts à sacrifier leur vote pour un principe. Mais Trump, conscient du danger que représente un tel exemple, agit devant les caméras pour dissuader quiconque tenterait de suivre Massey. Ce qui importe ici, ce n'est pas seulement l'acte législatif, c'est l'acte exemplaire, celui qui montre qu'un élu peut défier le chef sans perdre sa légitimité. Ce genre d'exemple peut inspirer ou effrayer, selon le camp. En érigeant la loyauté à la hiérarchie comme critère principal, Trump participe à la politisation de la fidélité. Celle-ci se manifeste par des critiques accrues dès qu'un élu tente de se démarquer, par des campagnes de dénigrement, par l'amplification de chaque écart. Le problème dépasse Massey, c'est le fonctionnement du parti lui-même qui est touché. Pour un mouvement politique, se réinventer en machine disciplinaire peut pousser les talents à la sortie, réduire la diversité des idées et renforcer l'uniformité. Une telle dynamique pose un vrai dilemme. Jusqu'où un parti peut-il tolérer l'uniformité avant de perdre sa capacité d'innovation, d'écoute, de débat? Les républicains modérés sont peut-être à l'aube d'une réflexion profonde. Rester dans un mouvement discipliné, contrôlé, ou chercher à reconstruire une coalition plus large, plus libre. L'épisode Trump-Massey devient en ce sens un moment charnière, une illustration d'un point de rupture majeur, vécu par toute une aile du parti. La droite américaine a toujours été divisée entre conservatisme sociétal, conservatisme économique et libertarianisme. Thomas Massey incarne la troisième aile, souvent minoritaire mais persistante. En attaquant Massey, Trump ne tue pas seulement une voix dissidente. Il envoie un signal aux trois sensibilités. Obéissez ou disparaissez. Ce choc pourrait marquer un tournant. Si celle-ci produit une sanctuarisation de l'uniformité, le mouvement conservateur perdra sa diversité intellectuelle. La force du conservatisme a toujours reposé sur sa capacité à regrouper des profils variés, chefs d'entreprise, défenseurs des libertés individuelles, traditionalistes, conservateurs sociaux. Silencier une partie de ces voix, c'est appauvrir le tissu interne. Le jour où une crise nationale exigera imagination et pluralité, le parti discipliné pourrait se trouver désarmé. Même si l'épisode dépasse la presse classique, il a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, chez les commentateurs politiques et parmi les citoyens. Pour les supporters de Trump, Massey est perçu comme un saboteur. Pour d'autres, son calme tranché face à la charge publique de Trump est un marqueur de dignité. L'affaire relance le débat sur le rôle du député, serviteur, représentant ou sujet. L'affrontement entre deux conceptions de la politique résonne dans l'esprit de millions de votants. Au-delà de la sphère politique, certains commencent à questionner la nature des leaders politiques. Sont-ils au service du peuple ou de leur image? La question fleurit dans les foyers. Un dirigeant peut-il écraser un élu pour le forcer à marcher au pas? Et si demain, ce modèle s'exportait ailleurs, qu'en serait-il de la démocratie? Donald Trump est souvent perçu comme un tsunami politique, mais sa véritable force naît avant tout de son héritage familial.
Derrière la figure flamboyante, derrière les tweets et les meetings, se tissent des liens complexes, parfois tendus, parfois compacts, qui dessinent l'âme de sa dynastie. Plonger dans cette famille, c'est pénétrer un univers où l'ambition individuelle se heurte aux traditions, où l'amour filial rivalise avec les rivalités et où chaque enfant devient un personnage de son propre récit. L'histoire commence avec Friedrich Trump, immigré allemand, voyageant avec peu plus que sa détermination et qui a jeté les bases de ce qui allait devenir un empire. Son fils, Fred Trump, y a ajouté la rigueur et l'œil du bâtisseur, agrandissant un empire immobilier familial, le tout avec une ambition qui ressemble à un credo. Donald naît en 1946 dans cette lignée. Il respire le goût de l'édification, la logique entrepreneuriale et l'instinct du spectacle, des valeurs transmises sans parole, comme un code secret. Il grandit entouré de plans architecturaux, de visites de chantier, d'un père exigeant et d'une mère protectrice. Ses premières années forment son caractère autant que ses manières. Et dès l'adolescence, la vie sur les chantiers le façonne, la débrouillardise, l'adaptation permanente, la sensation d'être au cœur d'un projet colossal. La famille de Donald Trump, ce sont aussi les 3 femmes qui ont jalonné sa vie. Ivana, Marla, puis Melania. Ivana, splendide tchécoslovaque, fut son alliée pendant les années 90. Elle partagea la scène new-yorkaise et la gestion quotidienne de l'Empire. Forte, ambitieuse, elle éleva 3 enfants, Donald Jr., Ivanka, Eric, dans un modèle à la fois glamour et directionnel. Leur foyer vibrait comme un centre de commande discret, tissé dans les coulisses des gratte-ciel en construction. Marla, jeune actrice devenue parfaite contrepoint, apporte une touche de liberté. Elle offre à Tiffany un modèle alternatif, celui d'une femme indépendante, capable de choisir sa voie sans le poids d'un empire. Leur relation reste aujourd'hui empreinte de respect, malgré les chemins divergents. Melania, silencieuse en apparence, est pourtant une présence calculée. Concierge subtile de l'image publique, elle structure son rôle avec précision. Élégante, distante, elle installe un contrepoint feutré à la frénésie médiatique. Avec Baron, elle préserve un espace protégé, presque hors du monde du spectacle familial. Chaque enfant Trump incarne un fragment de cette histoire. Donald Jr., déjà enfant du second rang, grandit dans l'incandescence des opérations immobilières. Il apprend les codes voilés du pouvoir familial, mix argent, politique et tribune médiatique. Haut et fier, il capte la scène non par raison, mais parce qu'il l'a toujours respirée. Ivanka, quant à elle, est la version polie de cette ascension. Éduquée dans les meilleures écoles, fluide dans les mondanités, elle devient l'intermédiaire entre la tradition Trump et les cercles mondains, laissant entrevoir un possible avenir féminin conforme à une vision millimétrée. Eric, observant discret, apprend sur le tas, questionne et teste les limites. Les 2 frères forment un duo, 2 architectes d'un empire médiatique voué à perpétuer une identité. Tiffany, fille d'un second mariage, est un foyer d'émancipation. Elle se détache en douceur, choisissant sa voie, cultivant sa distance, sans rupture, mais avec une certaine grâce solitaire. Baron, le plus jeune, vit hors des feux des projecteurs. Il grandit à New York, à l'abri du chaos. Observateur discret, potentialité intacte à l'horizon bruité d'un destin familial. Les enfants adultes ont eux-mêmes façonné la nouvelle génération. Kai Madison, adolescente déjà tributaire d'un rôle, découvre l'attention médiatique à chacune de ses apparitions. Elle glisse entre sport, réseaux sociaux et première campagne de sponsoring, fabriquant son destin à l'ombre tutélaire des gratte-ciel touffus Trump. Les Kushner, Arabella, Joseph, Théodore, poussent sous le regard d'Ivanka et Jared dans un écrin entre politique et business. Ils représentent un autre équilibre possible, un avenir plus modéré que l'orage familial. Les autres petits-enfants grandissent dans un univers entre normalité apparente et singularité médiatique. Le lycée, les sports, les amitiés, mais toujours sous l'œil de la marque familiale. Ce qui rend l'histoire de la famille Trump si immersive, c'est qu'elle touche aux dynamiques universelles, la rivalité entre frères, les ambitions portées par-delà les générations, la tension entre individualité et héritage. Chaque membre porte le poids d'un nom, mais cherche à forger sa propre trajectoire. On y lit la persistance de l'ombre du patriarche,
Le fondateur et son rêve, le créateur et son empire. Autour de lui, une constellation d'êtres humains en construction. Certains absorbant sa lumière, d'autres cherchant à rayonner différemment, d'autres encore à vivre simplement, loin du vacarme. Il y a des fortunes qui se montrent et d'autres qui se cachent derrière des façades dorées. Celle de Donald Trump n'est ni vraiment l'une, ni tout à fait l'autre. Elle brille à la lumière des caméras, mais elle s'étend aussi dans l'ombre, là où peu de gens osent regarder. Pour comprendre ce qu'est la richesse de Trump, il ne suffit pas d'ouvrir un compte bancaire ou de consulter un rapport fiscal. Il faut marcher dans ses pas, traverser les marbres de ses halls, écouter le silence dans ses clubs privés, observer les allées et venues de ceux qui gèrent ses propriétés. Son empire n'est pas une simple accumulation de dollars. C'est un théâtre, une scène monumentale, un labyrinthe de verre, d'acier et de contrats, construit pièce par pièce avec une obsession presque artistique. Quand on entre dans la Trump Tower, on ne pénètre pas seulement un immeuble. On entre dans un manifeste, une déclaration de pouvoir figée dans le granit. Dès le hall, on comprend. Ici, tout est calculé. Le marbre rose, les ascenseurs dorés, le reflet des lustres dans les vitres sans taches, tout rappelle que cet homme ne pense pas en mètres carrés, mais en images, en présence, en domination silencieuse. Au sommet, un triplex aux proportions démesurées, des colonnes dorées, des fresques au plafond, des meubles sculptés à la feuille d'or. Là, Donald Trump ne vit pas, il règne. Ce penthouse, évalué à plus de 100 millions de dollars, est une métaphore vivante de sa fortune. Mais il ne s'y repose pas. Il y met en scène sa légende. La tour elle-même génère des revenus constants. Loyers commerciaux, espaces de bureaux, ventes occasionnelles d'appartements de luxe. C'est un cœur qui bat doucement, mais sans cesse,